Salut, je m'appelle Cameron, j'ai 34 ans. Et au moment où mon propre frère m'a traité d'homme raté devant 200 membres de l'élite new-yorkaise, je n'ai pas dit un mot. J'ai juste tenu la main de mon fils. Avant de vous raconter comment la mariée, la femme de mon frère, a renversé la situation d'une manière qui a coupé le souffle à toute la salle. Faites-moi une faveur, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Est-ce le Texas, la Floride, peut-être quelque part à l'étranger? Je veux savoir qui est de mon côté. Vous devez comprendre le cadre pour comprendre l'humiliation. Le Plaza Hotel, la grande salle de bal. Nous parlons du genre d'endroit où les lustres coûtent plus cher que toute mon éducation. L'air sentait le parfum cher, les lys importés et l'argent ancien. Mes parents, Patricia et Robert, rayonnaient à la table d'honneur. Ils avaient l'air de la royauté. Ma mère portait une robe qui scintillait sous les lumières. Et mon père bombait le torse dans un smoking qui lui allait parfaitement. Et puis il y avait moi. J'étais assis à la table 23. Retenez ce numéro? Table 23. Elle était tellement poussée dans le coin arrière que chaque fois que le personnel de cuisine ouvrait les portes de service, un jet de vapeur et l'odeur de savon à vaisselle me frappaient au visage. Je portais un costume que j'avais acheté il y a 5 ans. Il était propre, pressé et respectable, mais dans cette pièce, il ressemblait à un déguisement. À côté de moi se trouvait mon fils, Léo. Il a 5 ans. Il portait une petite cravate à clipser et coloriée dans un livre que j'avais apporté car je savais que personne ne nous parlerait. Le tintement d'une fourchette contre un verre en cristal a fait taire la pièce. Mon frère Julien s'est levé. C'était le marié, l'enfant en or. Il avait l'air d'être sorti d'un magazine, cheveux lissés en arrière, un costume Tom Ford qui coûtait probablement $10 000, et ce sourire narquois emblématique qui avait hanté toute ma vie. Il tenait un verre de champagne, le visage rougi par l'alcool et l'arrogance. Merci à tous, dit Julien, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Merci d'être venu me célébrer. Et Elena, bien sûr, il a ri de sa propre blague. La salle a ri avec lui. Ils l'ont toujours fait. Vous savez, en regardant cette pièce, en voyant le succès, le pouvoir, la beauté, ça me rappelle ce qui compte. L'excellence. La victoire. Il a pris une gorgée, ses yeux scrutant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur le coin sombre où j'étais assis. Et puis, continua-t-il, son ton passant à cette fausse sympathie que je connaissais si bien. Il y a mon frère, Cameron. Le projecteur s'est tourné. Il m'a aveuglé. J'ai instinctivement mis une main sur les yeux de Léo pour le protéger. 200 têtes se sont tournées. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Cameron, lève-toi. Qu'il te voie, ordonna Julien. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé. Oh, il est timide. Julien a ri. Voyez, les amis, Cameron est un cas spécial. C'est ce que nous appelons une maison à rénover dans le secteur immobilier. Mais certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées. Un murmure de rire a parcouru la pièce. Mon père a couvert sa bouche, ses épaules tremblant. Il ne toussait pas. Il gloussait. Mon frère est le seul homme que je connaisse qui s'est fait larguer parce qu'il n'était pas assez homme pour garder une femme intéressée. Julien bafouilla légèrement, appréciant le public. Un père célibataire, seul, fauché, bricolant avec de la graisse et de vieilles pièces pendant que je conclus des affaires et mène l'avenir. C'est une histoire édifiante. Vraiment? Mon estomac se serra. J'ai regardé Léo. Il avait arrêté de colorier. Il leva les yeux vers moi avec ses grands yeux innocents. Papa, murmura Léo. Pourquoi l'oncle Julien dit-il que tu es fauché? J'ai serré sa main. C'est juste une histoire, mon pote. Ignore-le. Mais Julien n'avait pas fini. L'honnêteté est la meilleure politique, n'est-ce pas? Mon frère est un père célibataire. Abandonné parce qu'il n'était pas assez homme. C'est triste. Mais bon, au moins l'un de nous a rendu maman et papa fiers. Il leva son verre vers nos parents. Ma mère, Patricia, se pencha vers le microphone qui était installé à la table d'honneur pour les discours ultérieurs. Elle ne me regarda pas. Elle regarda la foule, souriant comme un requin. C'est un investissement raté, gazouilla-t-elle. Mais nous l'aimons quand même, n'est-ce pas? Même s'il est une radiation. La salle éclata.
Ce n'était plus un rire poli. C'était un rugissement. C'était le son de gens riches et confortables se moquant de quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur. C'était un son qui m'a arraché la peau des os. Je me sentais nu. Je me sentais petit. Je me sentais comme le petit garçon qui se cachait dans le garage juste pour échapper à leur voix. J'ai commencé à me lever, non pas pour faire une scène, mais pour partir. Je ne pouvais pas laisser Léo entendre un autre mot de cela. J'allais prendre mon fils, franchir ces portes dorées et ne jamais regarder en arrière. Mais avant que je puisse soulever Léo de sa chaise, un mouvement attira mon regard. Elena, la mariée. Elle était assise tranquillement à côté de Julian, son visage illisible. Elle était belle, d'une intelligence terrifiante, et venait d'une famille qui avait de l'argent quand ma famille était encore en train de comprendre comment l'écrire. Elle s'est levée. Elle ne s'est pas levée doucement. Elle s'est levée avec force. Sa chaise a raclé bruyamment sur le sol de marbre. Un son dur qui a traversé le rire. Elle a tendu la main et a pris le microphone de la main de Julian. Elle ne l'a pas attrapé agressivement. Elle l'a juste pris comme une mère prend un jouet dangereux d'un tout petit. Elena. Julian cligna des yeux, confus. Babe, je n'avais pas fini. J'en venais juste à la partie sur son camion. Elena l'ignora. Elle regarda la foule. La pièce devint silencieuse. Le rire s'éteignit dans la gorge des gens. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de froid et de dangereux qui disait à tout le monde que cela ne faisait pas partie du script. Elle regarda mes parents. Puis elle regarda Julian. Enfin, ses yeux me trouvèrent dans le coin arrière. Son expression s'adoucit pendant une fraction de seconde avant de durcir à nouveau comme un diamant. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle était d'une clarté cristalline. « Tu trouves ça drôle d'humilier un homme bon ?» Mon père a arrêté de glousser. Le sourire de ma mère a vacillé. « Julian. » Elle se tourna vers son mari depuis 2 heures. « Tu viens de traiter ton frère d'homme raté. Tu l'as appelé un investissement brisé. C'est juste un roast, Elena. Détends-toi. » Julian ricana, tendant la main vers son vin. « Non, dit-elle. Un roast est pour les gens que tu respectes. » Ça. C'était une confession. Elle fit un pas en arrière, créant une distance entre elle et Julian. Je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité sur les investissements de cette famille. Je pense qu'il est temps qu'il sache qui est réellement le propriétaire de cette Ferrari dont tu te vantes toute la semaine. Le visage de Julian devint pâle. Une véritable panique vacilla dans ses yeux. Elena, arrête. Pas maintenant. Et je pense, continua-t-elle, sa voix montant. Il est temps que ta mère explique à tout le monde ici pourquoi le fils de Cameron n'ira pas à l'université. Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. Mais je savais une chose avec certitude. Le mariage était terminé. La guerre venait de commencer. Mais pour comprendre pourquoi Elena a fait ça, pour comprendre pourquoi une étrangère brûlerait son propre mariage pour un homme qu'elle connaissait à peine, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre les 34 ans de silence qui ont mené à ce moment. Grandir dans le foyer Ingram, c'était comme vivre dans un théâtre où j'étais machiniste et Julian était la star. Nous n'avions que 2 ans d'écart, mais la distance entre nous se mesurait en années-lumière. Mon père, Robert, était un homme qui vénérait les apparences. Il croyait que le succès n'était réel que si l'on pouvait l'exhiber. Ma mère, Patricia, était son parfait homologue. Elle considérait ses enfants non pas comme des êtres humains, mais comme des accessoires. Julian, avec ses cheveux blonds et son charisme naturel, était le collier de diamants qu'elle voulait porter. J'étais la paire de chaussures confortables qu'elle gardait au fond du placard. Nécessaire peut-être, mais pas quelque chose que l'on montrerait à des invités. Je me souviens très bien de mon 16e anniversaire. C'est ce jour-là que la dynamique fut gravée dans le marbre. J'avais passé des mois à faire allusion au fait que je voulais suivre un cours de mécanique. J'adorais les voitures. Pas les conduire vite, bien sûr. J'aimais ça aussi. Mais les comprendre. J'aimais la logique d'un moteur. Si quelque chose était cassé, on pouvait le réparer.
Si un piston ratait, il y avait une raison. Les machines étaient honnêtes. Les gens ne l'étaient pas. Le matin de mon anniversaire, mon père m'a tendu une boîte. Elle était lourde. Je l'ai ouverte, le cœur battant, espérant peut-être une contribution aux frais de cours. À l'intérieur se trouvait une ceinture à outils, un ensemble générique de clés et de tournevis de milieu de gamme. Voilà, dit mon père, sans lever les yeux de son journal. Tu bricoles toujours des bêtises. Maintenant tu as tes propres outils, alors arrête de voler les miens. Tu as les mains d'un travailleur, Cameron. Autant apprendre à t'en servir. Merci, papa, ai-je dit, essayant de paraître reconnaissant. Cela signifie-t-il que je peux suivre le cours? On verra, marmonna-t-il. Ces cours sont chers. Nous devons économiser pour les frais de scolarité du lycée préparatoire de Julian. 2 ans plus tard, Julian a eu 16 ans. J'étais dans l'allée en train de changer l'huile de ma berline cabossée quand un camion à plateau s'est arrêté. Sur le plateau était posée une toute nouvelle Porsche 911, argentée, étincelante. Elle était magnifique. Mes parents sont sortis en courant de la maison, appareil photo à la main. Julian est sorti, bâillant, l'air ennuyé. « Joyeux anniversaire, mon fils !» Ma mère a crié, en le serrant dans ses bras. « Elle est parfaite pour toi. Une voiture pour un futur PDG. » Julian a fait le tour de la voiture, a donné un coup de pied dans les pneus et a haussé les épaules. « Je voulais la noire, maman, mais celle-ci est bien. » J'ai essuyé la graisse de mes mains sur un chiffon, debout dans l'ombre du garage. Mon père s'est approché de moi, me tapant la main sur l'épaule. « Ne sois pas si jaloux, Cam. Julian a besoin d'une voiture qui corresponde à son image. Toi. Eh bien, tu es bon avec les vieilles choses. Ça te va bien. » C'était le récit. Julian était l'avenir. J'étais laide. J'ai porté ce récit dans mon mariage. J'ai rencontré Vanessa quand j'avais 24 ans. Elle était belle, vibrante, et elle semblait aimer que je sois habile de mes mains. J'ai construit nos meubles. J'ai réparé sa voiture. Je travaillais 14 heures par jour dans un atelier de restauration, rentrant à la maison avec de l'huile sous les ongles et un salaire décent mais pas riche. Mais le poison des ingrammes s'est infiltré. Mes parents venaient dîner et passaient tout leur temps à parler des affaires immobilières de Julian. Julian vendait des condos de luxe. Julian était en vacances à Saint-Tropez. Julian sortait avec des mannequins. Cameron travaille si dur, disait ma mère en soupirant en regardant mon petit appartement. C'est dommage qu'il n'ait pas l'ambition de Julian. Vanessa, ma chère, tu ne souhaiterais pas qu'il porte un costume au travail? Vanessa a commencé à changer. Elle a commencé à me regarder différemment. Quand je rentrais fatigué, elle ne voyait pas un mari travailleur. Elle voyait un homme qui ne gagnait pas. Puis vint le divorce. Je suis rentré tôt un jour pour la surprendre. Je l'ai trouvée en train de faire sa valise. « Je ne peux plus faire ça, Cameron », a-t-elle dit. Elle n'avait même pas l'air triste. Elle avait l'air ennuyée. « Je suis fatigué de compter les coupons. Je suis fatigué de l'odeur d'essence sur tes vêtements. Je travaille pour posséder l'atelier, Vanessa, ai-je supplié. Nous construisons quelque chose. Tu construis. J'attends. » Elle a claqué. Julian m'a présenté quelqu'un. Quelqu'un qui sait vivre. J'ai regardé par la fenêtre. Une Ferrari rouge était au ralenti sur le trottoir. Je connaissais le chauffeur. C'était Marcus, un des compagnons de boisson de Julian. « Tu me quittes pour Marcus ?» ai-je demandé, ma voix creuse. « Il me traite comme un prix, Cameron. Tu me traites comme un projet. » Elle est partie. Étage 6 mois plus tard, quand les papiers du divorce ont été signés, ma mère m'a dit « J'ai toujours eu peur que tu ne saches pas comment garder une femme heureuse. Julian ne laisserait jamais ça arriver. » Mon père n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec la même déception qu'il avait eue quand j'avais 16 ans. J'étais brisé. J'étais un père célibataire avec un garçon d'1 an, Léo. Je n'avais rien d'autre que mes outils et mon fils. Alors, je me suis plongé dans la seule chose qui ne m'a jamais trahi, mon travail. J'ai arrêté de parler de ce que je faisais. J'ai arrêté de chercher leur validation. J'ai juste travaillé.
j'ai déménagé dans un autre atelier, un endroit spécialisé haut de gamme qui s'occupait de restauration de plusieurs millions de dollars. Je suis devenu un fantôme dans ma propre famille, apparaissant aux vacances pour être ignoré, puis repartant. Puis Julian a rencontré Elena. La première fois que Julian a amené Elena dîner chez mes parents, c'était le cirque habituel. Ma mère avait fait préparer un repas de 4 plats. Julian faisait la cour, racontant des histoires exagérées sur une affaire qu'il avait conclue. J'étais dans la cuisine. Le robinet fuyait et ma mère m'avait dit sèchement de me rendre utile avant le dîner. J'étais sous l'évier en train de serrer une vanne pendant qu'il riait dans la salle à manger. Je suis sorti de sous l'évier en m'essuyant les mains pour trouver une femme debout là. Elle tenait une assiette de nourriture. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, a-t-elle dit. Sa voix était calme, intelligente. Je vais bien, ai-je dit sur la défensive. Je ne suis que le plombier aujourd'hui, apparemment. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire de pitié. C'était un sourire de reconnaissance. Je suis Elena. Vous devez être Cameron, celui qui sait vraiment comment les choses fonctionnent. J'ai pris l'assiette. Et vous devez être le nouveau public du Julian Show. Elle a ri. Un son authentique. Quelque chose comme ça. Votre fils, Léo, est dans le salon en train de lire un livre sur les dinosaures. Il est très articulé pour 5 ans. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, ai-je dit, baissant ma garde. Il a vos yeux, dit-elle doucement. Des yeux gentils. Julian est entré à ce moment-là, brisant l'instant. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Le vin respire. Ne distrais pas Cameron. Il a du travail à faire. Maman a besoin de regarder la porte du garage après le dîner. Elena regarda Julian, puis moi. Je vis un éclair de calcul dans ses yeux. Ce n'était pas seulement un autre mannequin. Elle voyait les choses venir, dit-elle. Elle me toucha légèrement le bras. Enchanté de vous rencontrer, Cameron. Vraiment? C'était il y a 6 mois. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je pensais qu'elle était juste polie. Je ne savais pas qu'elle regardait. Je ne savais pas qu'elle comptait les points. Et je ne savais certainement pas que ma famille était sur le point de franchir une ligne qui la ferait tout dénoncer. Le chemin vers le mariage était pavé de l'audace de ma famille. Dès l'annonce des fiançailles, les exigences ont commencé à affluer. Il ne suffisait pas que je sois censé y assister. Je devais servir. 3 semaines avant le grand jour, l'invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres. Ce n'était pas le carton épais de couleur crème avec des feuilles d'or que je voyais sur la cheminée de ma mère. C'était une carte plus petite et plus fragile, clairement issue de la pile de rejets. Cameron un gramme plus invité, strictement un enfant, attribution de table zone D, au l'arrière, puis manuscrit à l'encre rouge en bas, de la main de ma mère, veuillez vous assurer que Léo est silencieux. Nous filmons. J'ai regardé l'invitation. Zone D. Ils zonaient leur propre famille. Mon téléphone a sonné. C'était Julian. Il n'a pas dit bonjour. Il ne l'a jamais fait. Cam, j'ai besoin d'un service, dit-il, sa voix pressante et exigeante. J'ai besoin d'une voiture pour la fuite. Le loueur a foiré ma réservation pour la Rolls. D'accord, ai-je dit en mettant le téléphone sur haut-parleur pendant que je préparais un sandwich à Léo. Que veux-tu que je fasse? Appelle Hertz. Ne sois pas insolent. Je sais que tu travailles dans ce magasin chic maintenant. Je sais que ton patron a des relations. Procure-moi une Rolls-Royce Phantom. Vintage blanche si possible, mais je me contenterai d'un modèle 2023. J'ai arrêté d'étaler le beurre de cacahuète. Julian, ce sont des voitures de clients. Je ne peux pas simplement emprunter un véhicule d'un demi-million de dollars pour ton mariage. Pourquoi pas? Tu les conduis, n'est-ce pas? Je les essaie après les avoir réparés. Je ne les emmène pas à des fêtes. C'est non professionnel et, franchement, c'est illégal. Mon Dieu, tu es tellement égoïste. Julian gémit. C'est mon jour de mariage, Cameron. Le plus grand jour de ma vie. Tu ne peux pas tirer une seule ficelle. Je parie que tu es juste jaloux. Tu ne veux pas que j'ai une sortie meilleure que la tienne dans ta Honda rouillée. Je ne risque pas mon travail pour que tu aies l'air cool pendant 5 minutes sur Instagram, ai-je dit fermement.
Bien, peu importe. Ne sois juste pas en retard et porte quelque chose de décent. Maman dit que ton costume gris a l'air d'avoir été acheté dans un salon funéraire. Il a raccroché. J'ai regardé Léo, qui mangeait joyeusement son sandwich. J'ai ravalé ma colère. Je me suis dit que j'y allais pour Léo. Il avait besoin de voir sa famille, même si elle était imparfaite. Mais le vrai coup est venu 2 jours plus tard. Je suis allé à la banque. J'économisais 50 $ par semaine pour le fonds d'études de Léo depuis le jour de sa naissance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était constant. C'était dans un compte de dépôt que mon père m'avait aidé à ouvrir il y a des années parce qu'à l'époque, mon crédit était détruit par le divorce. Mon père était techniquement co-signataire du compte. Je me suis approché de la guichetière, une gentille dame nommée Madame Gable qui me connaissait. « Bonjour, Madame Gable. Je veux déposer ce chèque, » ai-je dit, glissant mon salaire des heures supplémentaires sur le comptoir. Elle a tapé sur son ordinateur, puis a froncé les sourcils. Elle a tapé à nouveau. Elle a retiré ses lunettes et m'a regardé avec inquiétude. « Cameron, êtes-vous ici pour fermer le compte ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Non, je dépose. Mais il n'y a rien ici. Le solde est à 0. Le monde s'est arrêté. C'est impossible. Il devrait y avoir presque 12 000 $ là-dedans. Il y a eu un retrait hier, dit-elle, tournant l'écran pour que je puisse voir. Virement électronique autorisé par le co-signataire, Robert Ingram. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. Mes genoux ont flanché et j'ai dû m'accrocher au comptoir. 12 000 $. C'était de l'argent du sang. C'était chaque heure supplémentaire, chaque déjeuner sauté, chaque sacrifice que j'avais fait pendant 5 ans. Je suis allé directement chez mes parents. Je n'ai pas appelé. J'ai fait irruption. Ma mère et mon père étaient dans le salon entourés d'arrangements floraux discutant des centres de table. « Où est-il » ai-je demandé, ma voix tremblante. Mon père a levé les yeux, surpris. « Cameron, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le fonds d'études de Léo. Vous l'avez vidé. Pourquoi? Ma mère a soupiré, posant un échantillon de tissu. Elle avait l'air ennuyée, pas coupable. Oh, Cameron, ne sois pas dramatique. Nous ne l'avons pas volé. Nous l'avons emprunté. Emprunté? C'est l'avenir de mon fils. Nous manquions de fonds pour la compte du Plaza, a-t-elle expliqué comme si elle parlait à un enfant lent. Les prix ont augmenté à la dernière minute et les liquidités de Julien sont immobilisées dans ses investissements. Nous ne pouvions pas perdre le lieu. Ce serait un désastre. Alors, vous avez volé votre petit-fils de 5 ans pour payer une fête? Ai-je crié. Baisse la voix. Mon père a claqué, se levant. C'est un prêt. Julien va conclure une affaire massive le mois prochain. Il le remboursera en double. Tu devrais être heureux d'aider ton frère à s'établir. Il conduit une Porsche, papa. Il porte des costumes à 1000 $. S'il est si riche, pourquoi a-t-il besoin de l'argent de mon fils? Ce sont des dépenses nécessaires pour son image. Ma mère a argumenté. Tu ne comprendrais pas. Tu te contentes de vivre dans ce petit appartement. Julien a un destin. Un destin? J'ai ri. Un son amer est brisé. Vous êtes malade. Je veux cet argent tout de suite. Nous ne l'avons pas, a dit mon père, se rasseoir. C'est payé à l'hôtel. C'est parti. Tu le récupéreras quand Julien réussira. Maintenant, rentre chez toi et calme-toi. Tu bouleverses ta mère avant le grand jour. Je suis resté là à les regarder. J'ai réalisé alors qu'ils ne me voyaient pas comme une personne. Ils ne voyaient pas Léo comme une personne. Nous étions des ressources. Nous étions des pièces de rechange à cannibaliser pour maintenir la machine Julien en marche. Je ne viens pas, ai-je dit doucement. Je ne viens pas au mariage. Les yeux de ma mère se plissèrent. Tu viendras. Tu n'humilieras pas cette famille en étant absent. Les gens parleront. Si tu ne te montres pas, ne t'attends plus jamais à nous revoir. Et ne t'attends à aucune aide quand tu échoueras inévitablement. Je suis parti. Je me suis assis dans mon camion et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je n'allais pas y aller.
J'en avais fini. Mais cette nuit-là, j'ai reçu un SMS. Ce n'était pas de ma famille. C'était d'un numéro inconnu. Je sais pour le compte. Je suis désolé. Veuillez venir au mariage. Croyez-moi, Elena. J'ai regardé l'écran. Pourquoi me voudrait-elle là? Faisait-elle partie du complot? Était-elle juste une autre manipulatrice ingrate? Mais ensuite, je me suis souvenu de ses yeux dans la cuisine. Des yeux gentils. J'ai regardé Léo dormir dans son lit. Ils avaient pris son argent. Ils avaient pris son grand-père. Ils avaient essayé de lui enlever sa dignité. Si je n'y allais pas, je me cachais. Si je n'y allais pas, je les laissais gagner. D'accord, ai-je murmuré à la pièce vide. J'irai. Je ne savais pas que j'allais tomber dans un piège. Je ne savais juste pas pour qui le piège était tendu. Le matin du mariage, le ciel était d'un bleu éclatant et moqueur. J'ai habillé Léo de son petit costume bleu marine. Il était adorable, tournant sur lui-même et demandant s'il y aurait du gâteau. Beaucoup de gâteaux, mon pote. Ai-je promis, en nouant ma propre cravate. Je me suis regardé dans le miroir. Mon costume était gris, un peu serré aux épaules à cause du travail physique que je faisais dernièrement. Ce n'était pas un smoking. Je ne pouvais pas me permettre d'en louer un car mon compte en banque était vide. J'avais l'air décent, mais je n'avais pas l'air riche. Nous avons roulé jusqu'à la plaza. Je n'avais pas de voiture de luxe, alors j'ai conduit mon Ford F-150. C'est un bon camion, fiable. Mais arrivé devant le service de voiturier de la plaza, entouré de limousines et de voitures de sport, c'était comme se présenter à un combat armé d'une cuillère. Le voiturier était un jeune homme l'air dépassé. Il a ricané en voyant mon camion. L'entrée de livraison est par derrière, a-t-il dit en me faisant signe. Je suis un invité, ai-je dit en lui tendant les clés. Cameron Ingram, frère du marié. Il a regardé le camion, puis moi, puis la liste d'invités sur son pupitre. Il a ricané. D'accord. Désolé, monsieur. Nous le garons quelque part à l'écart. J'ai pris la main de Léo et j'ai monté le grand escalier. L'opulence était suffocante. Feuilles d'or, marbre, velours. C'était magnifique, mais ça semblait froid. Nous sommes entrés dans la salle de réception. C'était une mer de cravates noires et de robes de créateur. J'ai repéré ma tante Sarah immédiatement. C'était la sœur de ma mère, mais elle ne lui ressemblait en rien. Elle m'a fait signe, son visage s'illuminant, mais avant qu'elle ne puisse venir. Ma mère l'a interceptée. J'ai vu ma mère murmurer quelque chose et le visage de tante Sarah s'est effondré. Elle m'a regardé avec des yeux tristes et s'est détournée. Il m'isolait même dans une pièce de 200 personnes. Viens, Léo, ai-je dit. Trouvons notre table. Nous avons dépassé la table d'honneur, les tables VIP, les amis de la famille. Nous avons continué à marcher. Enfin, nous avons atteint le mur du fond. Table 23. C'était exactement ce que je craignais. Elle était nichée derrière un grand pilier décoratif. À ma droite se trouvaient les portes battantes de la cuisine. Toutes les 10 secondes, claquements, sifflements. Des serveurs se précipitaient avec des plateaux d'amuse-gueule. À ma gauche se trouvait la sortie de secours. La table n'avait pas de centre de table, juste quelques fleurs en plastique dans un petit vase. Les autres invités à la table étaient des gens avec lesquels mes parents ne savaient manifestement pas quoi faire, une voisine âgée malentendante, un cousin éloigné qui venait de sortir de cure de désintoxication, et l'assistant du photographe de mariage qui faisait une pause. C'est la table des enfants, a demandé Léo en montant sur sa chaise. En quelque sorte, ai-je dit. C'est la table spéciale. Je me suis assis, le dos au mur. J'avais une vue dégagée sur la pièce, mais la pièce ne pouvait pas vraiment me voir. J'ai regardé mes parents travailler la foule. Mon père riait, tapant sur les dos. Ma mère acceptait les compliments, touchant son collier, jouant le rôle de la matriarche bienveillante. Puis Julian et Elena sont entrés. La foule a applaudi. Julian a levé les mains comme un boxeur victorieux. Il avait l'air triomphant. Il avait l'air de posséder le monde. Mais Elena avait l'air différente. Elle portait une superbe robe blanche, évidemment sur mesure, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux.
Elle tenait la main de Julien, mais sa prise semblait raide. Alors qu'il traversait la pièce, ses yeux scrutaient. Cherchant, ils se sont posés sur la table 23. Ils se sont posés sur moi. Elle n'a pas fait de signe. Elle a juste hoché la tête. Un minuscule, presque imperceptible hochement de tête. Puis elle a regardé les portes de la cuisine s'ouvrir et se fermer à côté de moi et sa mâchoire s'est serrée. Elle avait l'air en colère. Et, raté, dit une voix. J'ai levé les yeux. C'était Julien. Il était venu pendant le cocktail. Il tenait un scotch. Belle place. Il a ri, désignant les portes de la cuisine. Je pensais que tu serais à l'aise près du personnel. Tu sais, qui se ressemble s'assemble. Félicitations, Julien, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu as eu ce que tu voulais. J'ai toujours ce que je veux, a-t-il dit en se penchant, son souffle sentant l'alcool cher. C'est la différence entre nous. Tu acceptes ce qu'on te donne. Je prends ce que je mérite. Au fait, merci pour le prêt. Le fond d'étude de Léo a vraiment unifié la pièce. Il a fait un clin d'œil. Il a vraiment fait un clin d'œil. J'ai ressenti une vague de rage si pure qu'elle m'a presque aveuglé. Mes mains se sont crispées en poing sous la table. Je voulais me lever et le plaquer au sol. Je voulais crier, mais Léo regardait. Léo mangeait un bâtonnet de pain, regardant son oncle. « Salut, oncle Julien », a dit Léo. Julien l'a regardé comme s'il était un chien errant. « Eh, gamin. Essaie de ne pas faire de dégâts. » Il s'est éloigné. J'ai pris une profonde inspiration. « Reste calme, me suis-je dit. Reste calme pour Léo. Encore une heure. Mange le dîner, supporte les discours, et pars. » Je ne savais pas que les discours étaient l'arme qu'ils affûtaient toute la semaine. Je ne savais pas que je n'étais pas juste un invité. J'étais le divertissement. Les lumières se sont tamisées. Le MC a annoncé les toasts. Mon père a commencé. Il a parlé du leadership naturel de Julien. Ma mère a suivi. Elle a versé de fausses larmes sur le fait que Julien était sa star brillante. Et puis Julien a pris le micro. Et nous revoilà au début. Les insultes, les rires, l'homme raté, l'investissement brisé. J'étais assis là, protégeant les yeux de mon fils, écoutant les gens qui étaient censés m'aimer me déchiqueter pour le sport. J'ai senti le regard lourd de 200 inconnus. J'ai senti la honte brûler ma peau. Mais ensuite Elena s'est levée. La pièce s'est figée. Et alors qu'elle prenait ce microphone, j'ai regardé ses mains. Elle ne tremblait pas. Elle m'a regardé et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme l'ombre. Je me suis senti comme la personne pour laquelle quelqu'un allait enfin se battre. « Tu trouves ça drôle ?» répéta Elena. Sa voix n'était pas stridente. Elle était d'un calme mortel. Le genre de calme qui précède un ouragan qui arrache un toit. Le silence dans la salle de bal était absolu. Les serveurs ont cessé de bouger. Les rires s'étaient évaporés, remplacés par une tension épaisse et suffocante. Ma mère a essayé de le sauver. Elle s'est levée, son sourire tremblant. « Elena, ma chérie, c'est juste un peu d'humour familial. Nous taquinons toujours Cameron. Il sait que nous l'aimons. » L'amour ? Elena se tourna vers ma mère. « Vous appelez voler le fond d'étude de son fils de l'amour ?» Des halètements parcoururent la pièce. On aurait dit que l'air était aspiré du bâtiment. Ma mère se figea, la bouche ouverte. Mon père prit une teinte de gris qui correspondait à mon costume. « Excusez-moi. » Une femme à une table voisine murmura fort. Elena ne quitta pas mes parents des yeux. « Vous m'avez bien entendu. Hier, Robert Ingram a retiré 12 000 $ du compte de tutelle de son petit-fils. De l'argent que Cameron a économisé pendant 5 ans, 50 $ par semaine, en réparant des voitures jusqu'à ce que ses mains saignent. Vous avez pris cet argent pour payer le mur de fleurs derrière vous parce que vous étiez en sursis budgétaire. C'est un mensonge. » Mon père balbutia, mais sa voix craqua. Il avait l'air coupable comme le péché. « J'ai vu le virement bancaire, Robert, » dit Elena. « J'ai vu le dépôt sur le compte du lieu. Mon nom est également sur le contrat. Vous vous souvenez ?» Elle se tourna vers Julien.
Il la fixait, les yeux écarquillés, l'air d'un cerf pris dans les phares. « Et vous » dit-elle, sa voix dégoulinante de mépris. Le grand homme d'affaires, le clôtureur. « Parlons de vos actifs, voulez-vous » Elle pointa un doigt manucuré vers les immenses baies vitrées qui donnaient sur le cercle des voituriers. Tout le monde a parlé de la Ferrari California Spider Vintage de 1961 garée devant. Julien vous a tous dit qu'il l'avait achetée le mois dernier avec sa prime, n'est-ce pas? Des têtes ont hoché. Des gens ont murmuré. Cette voiture avait fait parler d'elle pendant le cocktail. Il ne l'a pas achetée. Elena dit qu'il n'avait même pas le score de crédit pour acheter les pneus. Cette voiture appartient à un client de l'atelier Prestige Restoration Shop. Elle descendit de la petite estrade et commença à se diriger vers ma table. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge. Elle marcha droit vers moi. Cameron, dit-elle, me tendant le microphone. Dites-leur qui a restauré cette voiture. Je me suis levé. Mes jambes étaient lourdes, mais ma tête était claire. J'ai regardé Julien. Il rapetissait. Il avait l'air petit. C'est moi, ai-je dit. Ma voix était rouillée, mais elle devint plus forte. J'ai passé 6 mois sur cette voiture. J'ai reconstruit le moteur V12 à la main. J'ai trouvé le cuir en Italie, je l'ai peinte. Ce n'est pas la voiture de Julien. Elle appartient à Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Un homme au premier rang se leva. C'était Monsieur Sterling lui-même. C'était un milliardaire. Un homme avec lequel mon père essayait de nouer des contacts depuis des années. Je ne l'avais même pas vu là. C'est exact. Dit Monsieur Sterling, sa voix retentissant. Il me regarda, puis Julien. Cameron est le seul mécanicien en qui j'ai confiance pour ma collection. C'est un artiste, et s'il dit qu'il l'a construite, il l'a construite. Il se tourna vers mon père. Robert, vous m'avez dit que votre fils Cameron était au chômage. Vous m'avez dit que Julien était celui qui avait l'œil pour les classiques. Mon père balbutia, incapable de former des mots. Elena reprit le micro. Elle se tenait à côté de moi, sa main posée sur mon épaule. On aurait dit une armure. Cameron possède 30% de cet atelier. Elena annonça, c'est un associé. Ce n'est pas un homme raté. C'est un propriétaire d'entreprise prospère qui ne ressent pas le besoin de le faire savoir parce qu'il a quelque chose que vous n'avez aucun d'entre vous. Elle regarda Julien, les yeux pleins de pitié. L'intégrité. Julien claqua son verre. Ça suffit. Elena, tu fais une scène. Nous sommes mariés. Tu me mets dans l'embarras. Elena baissa les yeux vers sa main gauche. La bague en diamant scintillait sous le lustre. Lentement, délibérément, elle la glissa de son doigt. Non, Julien, dit-elle. Nous ne sommes pas mariés. Pas légalement. Julien cligna des yeux. Quoi? Je n'ai pas signé la licence de mariage ce matin. Elle a dit, je l'ai laissée sur la commode. Je voulais voir si tu changerais. Je voulais voir si, le jour le plus important de ta vie, tu pouvais être un être humain décent pendant 5 minutes, mais tu n'as pas pu. Elle a laissé tomber la bague dans un verre d'eau à moitié vide sur une table voisine. Plinc. Tu as utilisé tes vœux pour humilier ton frère. Tu as laissé tes parents le traiter comme une ordure. Et tu as essayé d'utiliser ma dot pour payer tes dettes de jeu. Dettes de jeu, ma mère cria. Julien ne joue pas. 300 000 $. Patricia, dit Elena, l'air fatigué. Paris sportif. C'est pourquoi il avait besoin du fonds d'études. C'est pourquoi il avait besoin de m'épouser. Il est fauché. Ce n'est pas un PDG. C'est un fraudeur. La pièce était en plein chaos. Les gens chuchotaient, pointaient du doigt, sortaient leur téléphone. Ma mère s'effondra sur sa chaise, sanglotant. Non pas pour moi, mais pour l'humiliation. Mon père avait l'air de faire une crise cardiaque. Mais Julien me regarda avec une haine pure. Tu as fait ça. Il siffla, me montrant du doigt. Tu l'as empoisonné contre moi. Espèce de petit mécanicien jaloux. Il se jeta sur moi. Je ne bronchais pas. Je ne reculais pas. Je m'avançai. J'attrapai son poignet en l'air. Ma poigne était de fer.
des années à serrer des boulons, à soulever des moteurs, à travailler manuellement m'avaient donné une force que Julian ne pouvait pas comprendre. Je tordis son bras vers le bas, pas assez pour le casser, mais assez pour le faire tomber à genoux. Non, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Ne me touche plus jamais. Et ne t'approche plus jamais de mon fils. Je le relâchai. Il tomba en arrière sur le sol, me regardant sous le choc. Il ne m'avait jamais vu riposter. Il n'avait jamais vu le loup derrière le mouton. Je me tournai vers mes parents. Ils me regardaient comme si j'étais un étranger. J'en ai assez. J'ai dit, j'en ai assez d'être la risée. J'en ai assez d'être le plan de secours. Gardez l'argent. C'est le dernier centime que vous obtiendrez de nous. Vous avez perdu votre fils. Tous les deux. Vraiment? J'ai pris Léo. Il avait les yeux écarquillés, serrant son livre de coloriage. Viens, Léo, dis-je. Allons manger des pizzas. Des pizzas? Demanda Léo, sa voix coupant la tension. Oui, les meilleures pizzas de New York. J'ai commencé à sortir. La foule s'écarta de nouveau, mais cette fois il n'y avait plus de rire. Il y avait du respect. Il y avait de l'admiration. Elena s'est mise à mon pas. Elle ne regardait pas les invités. Elle ne regardait pas sa belle-mère en larmes. Elle regardait la sortie. Je viens avec toi, dit-elle. Tu n'es pas obligé, ai-je dit. C'est ton jour. Je l'ai gâché. Non, Cameron. Elle a souri. Et cette fois c'était réel. Tu ne l'as pas gâché. Tu m'en as sauvé. Nous avons marché vers les doubles portes. Derrière nous, la famille Ingram parfaite implosait. Devant nous. Les portes s'ouvrirent et l'air frais de la nuit frappa mon visage. Ça sentait la liberté. Les lourdes portes dorées de la plaza se refermèrent derrière nous, étouffant le chaos de la salle de bal. Le silence du couloir était saisissant. Pendant un instant, le seul son fut le cliquetis des talons d'Elena et le doux bruit de mes bottes sur le sol de marbre. Mon adrénaline chutait. Mes mains, qui avaient été assez stables pour reconstruire un moteur V12 et assez fortes pour maîtriser mon frère, commençaient à trembler. J'ai déplacé Léo sur ma hanche. Il enfouit son visage dans mon cou. On a gagné, papa, murmura-t-il. J'ai embrassé le haut de sa tête. Oui, mon pote. On a gagné, Cameron. Le cri vint de derrière nous. Je me suis raidi. Les portes s'ouvrirent de nouveau, et ma mère, Patricia, trébucha dans le couloir. Son mascara coulait. Sa robe chère avait l'air en désordre. Elle ne ressemblait plus à la reine de la société. Elle ressemblait à un animal acculé et désespéré. Retourne là-dedans, siffla-t-elle, me pointant du doigt d'une main tremblante. Répare ça. Va leur dire que c'était un sketch. Dis-leur que c'était une blague. Je me suis retourné pour lui faire face. Non, non. Elle me regarda comme si je l'avais giflé. Je suis ta mère. Tu détruis cette famille. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Le comte Sterling, la réputation, l'avenir de Julian. Julian a détruit son propre avenir, maman. Tu lui as juste tendu les allumettes. C'est ton frère. Cria-t-elle. Tu es censé le soutenir. Tu es le fort. Tu peux le supporter. Pourquoi n'as-tu pas pu supporter la blague? Parce que ce n'était pas une blague, ai-je dit, ma voix calme. C'était de l'abus et j'ai fini de le payer. Elle regarda Elena, ses yeux se plissant en fente. Et toi? Espèce de petite ingrate. Nous t'avons accueilli. Nous avons dépensé une fortune pour ce mariage. Avec quel argent, Patricia? Demanda Elena froidement. Celui de Cameron ou l'argent que Julian a emprunté à des usuriers. Ma mère tressaillit. Au fond d'elle, elle savait. Elle avait toujours su qui était Julian. Elle avait juste choisi de détourner le regard parce que le mensonge était plus joli que la vérité. Si tu pars maintenant, dit ma mère, sa voix tombant à un murmure venimeux. N'ose jamais revenir. Tu es morte pour nous. Je te retirerai du testament. Tu n'auras rien. J'ai ri. C'était un rire léger et sincère. Maman, regarde-moi. Regarde mon costume.
Regarde mon camion. Je n'ai jamais voulu ton argent. Je voulais juste des parents. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai essayé de trouver de l'affection, des regrets. Il n'y avait rien, juste de la vanité et de la colère. Au revoir, Patricia. Ai-je dit, pas maman, Patricia. Je me suis retourné et je suis parti. Elle a crié autre chose, mais je n'ai pas écouté. J'ai traversé le hall, passant devant les touristes confus, et je suis sorti sur le trottoir. Le voiturier, le même gamin qui s'était moqué de moi plus tôt, se tenait là, l'air terrifié. À côté de lui se tenait une imposante Rolls-Royce Phantom blanche. Le moteur ronronnait. La porte arrière s'ouvrit. Un homme distingué et âgé en smoking sortit. C'était Arthur Mercey, le père d'Elena, un avocat légendaire de New York. Je me suis préparé. Je pensais qu'il allait me crier dessus pour avoir gâché le mariage de sa fille. Au lieu de cela, il passa devant moi et serra Elena dans ses bras. « Je suis fier de toi, ma chérie, dit-il. » Elena le serra en retour, laissant enfin quelques larmes couler. « Je suis désolé, papa. » La compte. « Au diable la compte, grogna Arthur. Je paierai le double pour te garder loin de cette sangsue. » Il se tourna vers moi. Il me regarda de haut en bas, m'analysant avec des yeux qui avaient disséqué des PDG et des sénateurs. « Cameron, dit-il. » Il tendit la main. Je la serrai. « Monsieur Mercey, je suis désolé pour la scène. » « Ne le soyez pas. Le meilleur divertissement que j'ai eu depuis des années, dit-il sèchement. Puis son visage devint sérieux. Elena m'a parlé du fonds d'études. C'est du vol. Pur et simple. Je m'occupe des litiges d'entreprise, mais je vais faire une exception. Nous les poursuivrons. Nous récupérons chaque centime plus les intérêts plus les dommages moraux. Je ne peux pas me le permettre, monsieur, dis-je honnêtement. Arthur agita la main. Pro bono. Considérez-le comme un remerciement pour avoir sauvé ma fille d'une vie de misère. Il fouilla dans sa poche et en sortit une télécommande de voiture. Il la lança au voiturier. Amène le camion. Ma fille et son ami s'en vont. Le voiturier s'empressa. Attendez, dit Elena. Elle regarda la Rolls-Royce, puis mon F-150 cabossé que le voiturier faisait avancer. Papa, ramène la Rolls à la maison. Je vais manger des pizzas. Arthur leva un sourcil. Il me regarda, puis Elena. Un léger sourire joua sur ses lèvres. Pizza. Bon choix. Il monta dans la Rolls et partit. Je me tenais là, près de mon camion. Il semblait encore plus déplacé maintenant, garé à côté de la Ferrari que Julien avait prétendu être la sienne. « Tu veux vraiment aller manger des pizzas là-dedans » ai-je demandé à Elena, désignant le camion. L'intérieur sentait l'huile de moteur et le café éventé. « Tu portes une robe à 20 000 $. Elena regarda la robe. Elle tendit la main, attrapa l'ourlet de la jupe entulée et en arracha un morceau. « Voilà, dit-elle en jetant le tissu dans une poubelle. Maintenant, c'est une robe de soirée, et j'adore l'odeur de l'huile de moteur. Ça sent le travail honnête. » Elle ouvrit elle-même la porte passager et sauta dedans. Léo était déjà dans son siège rehausseur à l'arrière, se bouclant. « Salut, Elena, gazouilla Léo. Tu es une princesse ?» Elena se retourna et lui sourit. « Non, Léo. Je suis juste quelqu'un qui a appris que la grenouille ne se transforme pas toujours en prince. Parfois, le prince n'est qu'un crapaud dans un beau costume. Je suis monté sur le siège conducteur. J'ai mis la clé dans le contact. Le moteur rugit, un son rauque et bruyant dont je m'excusais habituellement. Ce soir, ça sonnait comme une chorale. J'ai regardé la plaza une dernière fois. J'ai vu des silhouettes à la fenêtre se disputer. J'ai vu les débris d'une dynastie brisée. J'ai mis le camion en marche et je suis parti. Alors, dit Elena, en enlevant ses talons et en posant ses pieds sur le tableau de bord. Où est cette pizzeria? Brooklyn, ai-je dit. C'est un petit boui-boui. Chaise en plastique, assiette en papier. Parfait, dit-elle. Elle me regarda. Tu sais, Cameron, quand tu as attrapé le bras de Julien, tu avais l'air terrifiant. J'étais en colère, ai-je admis. Non. Elle secoua la tête.
Tu avais l'air protecteur. Il y a une différence. Julien est en colère. Toi. Tu es fort. Je ne savais pas quoi dire à cela. J'ai gardé les yeux sur la route. Mais pour la première fois depuis des années, le nœud dans ma poitrine avait disparu. La voix dans ma tête qui ressemblait à celle de mon père, celle qui me disait que j'étais sans valeur, était silencieuse. Nous avons traversé le pont, les lumières de Manhattan scintillant derrière nous. J'ai regardé dans le rétroviseur. Léo dormait. Elena fredonnait avec la radio. J'étais fauché. Ma famille me haïssait. J'avais une bataille juridique devant moi. Mais alors que je conduisais mon camion rouillé loin de la vie qui m'avait étouffé pendant 34 ans, j'ai réalisé quelque chose. J'étais l'homme le plus riche du monde. Cette pizzeria de Brooklyn n'était pas la plaza. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Les tables étaient pour Mika, avec des bords ébréchés. Et l'air sentait l'origan et le fromage brûlé. Mais alors que je regardais Elena assise en face de moi, déchirant une part de pizza pepperoni tout en portant une robe de mariée déchirée à $20 000, j'ai réalisé que c'était le dîner le plus élégant auquel j'avais jamais assisté. Léo riait. Il avait de la sauce tomate sur le menton et il racontait à Elena l'histoire du Tyrannosaure Rex. Elle ne se contentait pas de hocher la tête poliment. Elle était impliquée. Elle lui a posé des questions sur la période du Crétacé. Elle lui a demandé si les bras du T-Rex étaient inutiles ou simplement mal compris. Je pense qu'ils étaient mal compris, dit Léo sérieusement. Comme le camion de papa. Il a l'air vieux, mais il est fort. Elena me regarda par-dessus sa part de pizza. Son maquillage était légèrement estompé, mais ses yeux étaient brillants. Il a raison. Tu sais, ton camion a plus de caractère dans une seule aile rouillée que Julien dans tout son corps. Nous avons mangé jusqu'à satiété. Nous avons bu du soda tiède dans des gobelets en plastique. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le poids écrasant de l'attente. Les conséquences ont commencé le lendemain matin. Je me suis réveillé dans mon petit appartement. Léo était blotti à côté de moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais 47 appels manqués. 30 de ma mère, 12 de mon père, 5 de Julien, et un SMS de mon cousin Mike. Mec, regarde Facebook. Tu es célèbre. J'ai ouvert l'application. Mon estomac a fait un salto. Mike, le cousin que mes parents ignoraient toujours parce qu'il travaillait dans l'informatique et portait des t-shirts à motifs, avait diffusé en direct les discours de mariage. Il n'avait pas coupé le flux quand Elena a pris le micro. La vidéo était intitulée « Le marié chercheur d'or démasqué par la mariée patronne ». Elle avait 3 millions de vues. J'ai cliqué sur Play. Je me suis vu assis dans ce coin, protégeant les yeux de Léo. J'ai vu Julien ricaner. J'ai entendu ma mère m'appeler à un investissement raté. Et puis j'ai vu Elena réduire leur monde en cendres. La section des commentaires était une zone de guerre. Et pour la première fois de l'histoire, Internet était unanimement de mon côté. Le frère à l'arrière est un saint de ne pas l'avoir frappé plus tôt. Cette mère est un monstre qui vole le fonds d'études d'un enfant. Je veux embaucher Cameron pour réparer ma voiture. Où est son atelier? J'ai posé le téléphone. Je ne me sentais pas triomphant. Je ressentais un étrange soulagement silencieux. Le secret était révélé. Je n'avais plus à porter leur honte. 2 jours plus tard, je me suis assis dans une salle de conférence qui coûtait plus cher que la maison de mes parents. Arthur Mercé était assis à la tête d'une table en acajou, l'air d'un général examinant un plan de bataille. Mes parents étaient assis de l'autre côté. Ils avaient l'air rapetissés. Ma mère portait des lunettes de soleil sombre à l'intérieur. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il tenait un verre d'eau. Il ne me regardait pas. Voici la situation, a dit Arthur, faisant glisser un dossier sur la table. Vous avez commis une fraude. Vous avez détourné des fonds d'un compte de tutelle. C'est un crime. Je pourrais faire venir la police ici en 10 minutes. Arthur, s'il vous plaît. Mon père a supplié, sa voix craquant. Nous nous connaissons depuis des années. C'était un malentendu. Nous avions l'intention de le rembourser. Avec quel argent, Robert, demanda Arthur froidement. J'ai examiné vos finances. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous avez contracté une 2e hypothèque pour payer les fleurs du mariage.
Vous avez 3 cartes de crédit au maximum. Vous êtes techniquement insolvable. Ma mère a laissé échapper un sanglot. Ce n'est pas notre faute. Le marché. Les affaires de Julian. Les affaires de Julian étaient des fantasmes. Arthur la coupa. Maintenant, voici l'offre. Vous retournerez les 12 000 $ à Cameron immédiatement. Vous paierez également les frais de justice, et vous signerez un document reconnaissant le vol pour éviter toute future contestation de garde concernant Léo. Si vous faites cela, je ne porterai pas plainte au pénal. Si vous ne le faites pas, je veillerai personnellement à ce que vous passiez votre retraite dans un pénitencier d'État. Mon père a signé les papiers. Il ne les a même pas lus. Il a juste signé, l'air vaincu. Alors qu'il se levait pour partir, ma mère me regarda enfin. Elle retira ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Es-tu heureux ?» murmura-t-elle avec venin. « Tu nous as détruits. Les voisins ne nous parlent plus. Le club a annulé notre adhésion. Nous sommes des parias. »« Je ne vous ai pas détruit, maman, » ai-je dit, ressentant un sentiment de finalité. « Vous avez construit un château de cartes. Vous vous êtes juste fâché parce que j'ai arrêté de le soutenir. » Je suis sorti de ce bureau avec un chèque pour l'avenir de Léo et une légèreté dans mes pas que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Les 6 mois suivants furent un tourbillon de graisse, d'engrenage et de gloire. Avec la vidéo devenue virale, mon nom est devenu connu dans la communauté automobile. Non pas comme le frère raté, mais comme le gars qui a restauré la Ferrari Sterling. Monsieur Sterling était un homme de parole. Il ne s'est pas contenté de me soutenir, il a investi. Il est venu à l'atelier un mardi après-midi, traversant l'endroit exigu où je travaillais sur une Mustang de 1967. « Cameron, dit-il, regardant l'espace exigu. Tu es trop bon pour ce garage. Tu as besoin d'espace pour respirer. Je suis heureux ici, monsieur Sterling, ai-je dit, m'essuyant les mains sur un chiffon. C'est un travail honnête. Oui, a-t-il acquiescé. Mais j'ai une proposition. Je viens d'acheter un vieil entrepôt à Red Hook. Mur de briques, au plafond, beaucoup de lumière. Je veux en faire la première installation de restauration de la côte est. Je fournis le capital, vous fournissez le talent. Nous partageons les bénéfices 50-50e. Et le nom sur la porte. Ingram et Sterling. Je le fixai. Vous voulez mettre mon nom sur le bâtiment? C'est un bon nom, Cameron. Il a souri. Du moins la partie de la famille qui compte est bonne. J'ai accepté. Nous avons ouvert 3 mois plus tard. La fête de lancement n'avait rien à voir avec le mariage de mon frère. Il n'y avait pas de smoking, pas de discours sur la victoire. Il y avait juste de la bonne nourriture, de la bonne musique, et certaines des plus belles voitures du monde garées sur le sol en béton poli. Elena était là, bien sûr. Elle avait coupé ses cheveux courts, un bob net et chic qui la rendait encore plus redoutable. Ce n'était pas ma petite amie. Nous en avions parlé pendant de nombreux dîners avec Léo, et avions décidé que ce que nous avions était quelque chose de différent. Nous étions une famille. Elle était la sœur que j'aurais dû avoir, l'allié dont je n'aurais jamais su que j'avais besoin. Elle m'a aidé à choisir les meubles pour la salle d'attente. Elle m'a appris à m'habiller pour les réunions avec les clients sans avoir l'impression de porter un déguisement. Tu as l'air d'un patron, m'a-t-elle dit en redressant le revers de mon nouveau blazer. Il était bleu marine, ajusté, et je l'avais payé avec mon propre argent. J'en ai l'impression, ai-je admis. À mi-chemin de la fête, je suis sorti prendre l'air. L'entrepôt avait l'air magnifique, brillant sous le ciel nocturne. Une Porsche blanche s'est arrêtée au trottoir. Mon cœur s'est serré. Je pensais que c'était Julian, mais la vitre s'est baissée et j'ai vu un inconnu. Un livreur. Cameron Ingram, demanda-t-il. C'est moi. Colis pour vous. Prioritaire. Il me tendit une épaisse enveloppe et partit. Je l'ai ouverte sous le lampadaire. C'était un document légal, un acte de transfert de propriété. J'ai lu le jargon juridique, les sourcils froncés. C'était l'acte de propriété de la maison de mes parents à Greenwich. La maison où j'avais grandi dans l'ombre. La maison où on m'avait dit que je n'étais pas assez bon. Une note d'Arthur Mercey était jointe. Cameron, la banque a saisi la maison de vos parents la semaine dernière.
Ils ont ignoré les avis. J'ai acheté la dette par l'intermédiaire d'une société écran. Elle est à vous maintenant. Faites-en ce que vous voulez. Brûlez-la, vendez-la ou vivez dedans. C'est votre actif maintenant, Arthur. Je suis resté là, tenant le papier qui représentait tout le traumatisme de mon enfance. Je le possédais. Je possédais littéralement le toit au-dessus de leur tête. J'aurais pu les expulser. J'aurais pu me présenter avec le shérif et les regarder charger leurs meubles dans un camion de déménagement. J'aurais pu rire comme ils avaient ri de moi. Mais ensuite, j'ai regardé par la fenêtre de l'entrepôt. J'ai vu Léo assis sur le siège conducteur d'une Jaguar immobile faisant semblant de conduire. J'ai vu Elena rire avec Monsieur Sterling. J'ai vu mon équipe, des gars tatoués et tachés de graisse, manger des sliders et célébrer notre succès. J'avais construit ça. J'avais construit une vie réelle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Arthur. Cameron, a-t-il répondu dès la première sonnerie. Comment ça fait d'être propriétaire? Je n'en veux pas, ai-je dit. Excusez-moi. Je ne veux pas de la maison. Vendez-la. Vendez-la à une jeune famille qui la remplira de meilleurs souvenirs que les miens. Prenez le produit de la vente et mettez-le dans une fiducie pour Léo. Et vos parents? Demanda Arthur, une pointe de respect dans sa voix. Ils y vivent toujours, squattant essentiellement. Donnez-leur 30 jours, ai-je dit. Ensuite, ils doivent partir, mais ne leur dites pas que c'est moi. Laissez-les penser que c'était juste la banque. Je ne veux pas de leur gratitude, et je n'ai pas besoin de leur colère. Je veux juste être libre. Vous êtes un homme meilleur que moi, mon garçon. Dit Arthur, considérez que c'est fait. J'ai raccroché. J'ai déchiré l'acte en deux et l'ai jeté à la poubelle. Ce n'était que du papier. Mon véritable héritage était à l'intérieur, faisant semblant de conduire une Jaguar. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par la rumeur aux tantes Sarah, qui avait enfin eu le courage de m'appeler au ce qui était arrivé aux autres. Julien avait été renvoyé de son cabinet immobilier. Apparemment, les clients n'aiment pas confier leurs millions à un homme devenu un mème mondial pour être un fraudeur. Il travaillait dans une agence de location de voitures près de l'aéroport, louant les mêmes voitures de luxe qu'il prétendait posséder. Il vivait dans un studio avec 2 colocataires. Mes parents avaient déménagé dans un petit condo en Floride, une communauté de retraités où personne ne savait qui étaient les Ingram. Ils avaient perdu leur statut, leurs amis et leur maison. Tante Sarah a dit que ma mère passait ses journées à se plaindre de l'humidité et à dire à quiconque voulait l'entendre que son fils, le mécanicien, les avait abandonnés. Elle avait raison. Je les avais abandonnés. J'avais abandonné leur toxicité. J'avais abandonné leur récit. Je n'étais plus l'investissement brisé. J'étais juste Cameron. Et pour la première fois, cela suffisait. Le soleil se couchait sur le Hudson River, projetant une douce lueur dorée sur le parc. C'était le 6e anniversaire de Léo. Nous n'avons pas loué de salle de bal. Nous n'avons pas engagé de quatuor à cordes. Nous avons réclamé un groupe de tables de pique-nique près de l'aire de jeu, les avons recouvertes de nappes sur le thème des dinosaures, et avons commandé 10 pizzas extra larges supplémentaires de cette pizzeria de Brooklyn. C'était parfait. Il y avait des enfants qui couraient partout, leurs visages peints comme des tigres et des super-héros. Il y avait des parents, de vrais parents, le genre qui essuie les nez et poursuit les ballons de football en fuite, assis sur les bancs, discutant. Mon équipe de l'atelier était là, l'air étonnamment doux alors qu'ils aidaient les tout-petits sur les balançoires. Monsieur Sterling est passé, déposant un cadeau en forme suspecte de mini-jeep motorisé. Arthur Mercé est venu vêtu d'un polo, ce qui lui allait tout à fait anormalement, et a bu une bière avec les gars. Et Elena. Elena gérait la situation du gâteau. Elle allumait les bougies sur un gâteau qui ressemblait à un volcan. D'accord, tout le monde, a-t-elle crié, sa voix perçant le bruit. Rassemblez-vous. C'est l'heure du garçon d'anniversaire. J'ai regardé Léo courir vers la table, son visage rayonnant de pure joie. Il ne portait pas de costume. Il portait un t-shirt avec un T-Rex portant des lunettes de soleil. Il avait l'air heureux. Il avait l'air en sécurité. Alors que nous chantions joyeux anniversaire, j'ai senti une vibration dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. C'était un message texte. Le nom sur l'écran m'a coupé le souffle pendant une seconde,
car je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la réunion au bureau d'Arthur. Je me suis éloigné de la foule qui chantait. Trouvant un endroit calme sous un chêne, j'ai ouvert le message. Cameron, j'ai vu l'article dans la revue professionnelle sur ton nouvel atelier. Il a l'air impressionnant. Ta mère s'ennuie des petits-enfants. Peut-être pourrions-nous parler. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées. Nous voulions juste le meilleur pour Julian et nous avons perdu de vue les choses. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées. Voix passive. Aucune appropriation. Pas de « je suis désolé d'avoir volé ton fils ». Pas de « je suis désolé d'avoir ri pendant que tu étais humilié ». Juste un vague regret que les conséquences les aient finalement rattrapées. Il voulait revenir maintenant que j'étais un succès. Maintenant que j'avais un article dans un magazine et un partenariat avec un milliardaire, soudain j'étais digne de leur attention. Soudain, je n'étais plus un investissement raté. J'étais de nouveau un actif potentiel. J'ai regardé la fête. J'ai vu Elena aider Léo à couper le gâteau. J'ai vu Arthur rire de quelque chose que l'un de mes mécaniciens avait dit. J'ai vu tante Sarah distribuer des sacs de friandises. C'était ma famille. Les gens qui étaient là quand je n'avais rien. Les gens qui m'ont défendu quand je ne pouvais pas me défendre moi-même. J'ai regardé de nouveau le téléphone. Mon pouce planait au-dessus du clavier. Je pouvais taper une réponse furieuse. Je pouvais lui dire d'aller se faire voir. Je pouvais énumérer tous les péchés qu'il avait jamais commis contre moi. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. La colère est une connexion. La haine est une connexion. Si je répondais même pour lui crier dessus, je lui donnais ce qu'il voulait, l'accès. Je n'avais pas besoin de lui dire que c'était un mauvais père. Il savait que je n'avais pas besoin de prouver que j'étais un homme bon. Je savais. J'ai appuyé sur le bouton sur le côté du téléphone. L'écran est devenu noir. Puis je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué le numéro. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Je me suis senti plus léger. Papa. Gâteau. Léo a crié, agitant une assiette en papier pleine de glaçage au chocolat. J'arrive, mon pote. J'ai rappelé. Je suis retourné vers la lumière, vers les rires, vers la vie que j'avais construite de mes propres mains. Être un homme, ce n'est pas la voiture que tu conduis ou le costume que tu portes. Ce n'est pas combien de personnes te craignent ou combien d'argent tu peux prétendre avoir. Être un homme, c'est se montrer. C'est protéger les gens qui dépendent de toi. C'est avoir la force de s'éloigner des gens qui te blessent, même s'ils partagent ton sang. Et surtout, c'est briser le cycle. Léo ne saura jamais ce que ça fait d'être l'enfant de rechange. Il ne saura jamais ce que ça fait d'avoir sa valeur mesurée en dollars. Il grandira en sachant qu'il est assez tel qu'il est. J'ai pris l'assiette de gâteau de mon fils. Il m'a souri, une trace de chocolat sur le nez. Fais un vœu, papa, dit Léo, même si c'était son anniversaire. Je n'en ai pas besoin. J'ai souri. En regardant ma famille imparfaite, belle et choisie. J'avais déjà tout ce que je voulais. When Mr. Bilbo... When Mr. Bilbo... Okay, you go. When Mr. Bilbo Go Baggins ahead. of Bag End announced that he would surely be celebrating his 11th birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton. Bilbo was a very rich and very peculiar, and had been the wonder of the Shire for 60 years. Ever since his remarkable disappearance and unexpected return, Guys, I the just saw riches the he had Ebert. brought back from his travels had now become a local legend, and was popularly believed, whatever the old folk might say, that the hill at Bag End was full of tunnels stuffed with treasure. And if that was not enough for fame, there was also his prolonged Oh my god, vigor it cut to off. marvel at. Time wore on, but it seemed to have little effect on Mr. Baggins. At 90, he was much the same as at 50. At 99, they began to call him well preserved, but unchanged.
would have been nearer the mark. There were some that shook their heads and thought this was too much of a good thing. It seemed unfair that anyone should possess, apparently, perpetual youth as well as reputedly inexhaustible wealth. It will, ha- it will have to be paid for, they said. It isn't natural, and trouble will come of it. But so far, trouble had not come, and as Mr. Baggins was generous with his money, most people were willing to forgive him his oddities and his good fortune. He remained on visiting terms with his relatives, except of course the Sackville Bagginses, and he had many devoted admirers among the hobbits of poor and unimportant families. But he had no close friends until some of his younger cousins began to grow up. The eldest of these, and Bilbo's favorite, was young Frodo Baggins. When Bilbo was 99, he adopted Frodo as his heir and brought him to live at Bag End, and the hopes of the Sackville Bagginses Oh were my finally dashed. Bruh. Bilbo and Frodo happened to have the same birthday, September 22nd. You had better come and live here, Frodo, my lad, said Bilbo one day, and then we can celebrate our birthday parties comfortably together. At that time, Frodo was still in his tweens, as the hobbits called the irresponsible 20s, between childhood and coming of age at 33. 12 more years pass. Each year the Bagginses has given very lively combined birthday parties at Bag End. But now it was understood that something quite exceptional was being planned for that autumn. Bilbo was going to be 11-1, 111, a rather curious number, and a very respectable age for a hobbit. The old Took himself had only reached 130, and Frodo was going to be 33. 33, an important number, the date of his coming of age. Tongues began to wag in Hobbiton and Bywater, and rumor of the coming event traveled all over the Shire. The history and character of Mr. Bilbo Baggins became once again the chief topic of conversation. The older folks suddenly found their reminiscences in welcome demand. No one had a more attentive audience than the old Ham Gamgee, commonly known as the Gaffer. He held forth at the Ivy Bush, a small inn on the Bywater Road, and he spoke with some authority, for he had tended the garden at Bag End for 40 years, and had helped old Holman in the same job before that. Now that he was himself growing old and stiff in the joints, the job was mainly carried on by his young